m'entendez? Bien, merci. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette séance de reprise donc, de la nouvelle saison de l'Université populaire. La question que nous allons aborder ce soir, celle autour de laquelle nous allons tourner en tout cas, est très complexe, épineuse évidemment, et complexe surtout parce qu'elle entraîne immédiatement une autre question à laquelle elle est inextricablement liée. C'est celle du positionnement adopté vis-à-vis de la théorie psychanalytique. Pour formuler les choses de façon vraiment grossièrement schématique, en gros, si l'on est pratiquant d'une discipline relevant des sciences humaines et sociales, soit on se situe en dehors d'elle, donc de la théorie psychanalytique, on l'écarte de sa boîte à outils dans la manière dont on va analyser les choses, mais alors se pose tout de suite la question de savoir de quelles ressources on va disposer pour rendre compte de la vie psychique des gens qu'on étudie, de leur vie affective, imaginative, de leur mémoire, etc. Soit on se place en dedans de la théorie psychanalytique, mais alors, à ce moment-là, comment faire place à l'histoire et à la culture, forcément collective, dans laquelle baignent les sujets qu'elle prend en charge dans sa pratique? Comment, en gros, lui permettre de surmonter l'antinomie entre l'individu et le collectif? Comment l'amener à dépasser sa prétention abusive parfois à l'universalité? En bref, comment la décoloniser? Il se trouve que nos trois intervenants de ce soir ont proposé, chacun à sa manière, une réponse forte et novatrice à ce vieux dilemme. Hervé Mazurel est enseignant à l'Université de Bourgogne et il est l'auteur de plusieurs livres qui ont marqué la discipline historique, notamment en 2021, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, et plus récemment avec Alain Corbin, Histoire des sensibilités, paru en 2022. Sophie Mendelssohn et Livio Boni sont tous deux psychanalystes, cliniciens, je crois bien, respectivement membres fondateurs du collectif de Pantin, qui est un groupe de réflexion, en somme, très pluridisciplinaire autour de la question du racisme, et en ce qui concerne Livio Boni, directeur de programme au Collège international de philosophie. Ils ont écrit deux ouvrages qui se situent évidemment au cœur de notre problématique. D'abord, La vie psychique du racisme, l'empire du démenti, paru en 2021, et Psychanalyse du reste du monde, un collectif paru en 2023. Tous ces ouvrages, je le signale au passage, ont été publiés par les éditions de La Découverte. Alors, au cours de la discussion préparatoire à cette séance, nous avons convenu que c'était Hervé Mazurel qui ouvrirait le bal, mais avant de lui céder la parole, je voudrais remercier très chaleureusement nos trois intervenants pour leur présence ce soir ici. Merci. Vous m'entendez? Oui, ça a l'air d'aller. Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci vraiment beaucoup Anne-Christine pour votre présentation et pour votre invitation dans ce beau séminaire que je suis moi-même depuis quelques années. Alors, malheureusement pas tout le temps, mais j'ai eu l'occasion de venir ici. Je suis particulièrement heureux de discuter ce soir avec Livio et avec Sophie. On se connaît un peu, on a eu l'occasion de discuter de temps en temps, mais jamais véritablement pleinement sur le fond. Et j'apprécie beaucoup leur démarche, qui est une démarche de géohistoire, d'attention aux circulations, aux appropriations, aux réinventions de la psychanalyse dans le reste du monde. Mais il y a aussi ici une dimension historique, évidemment, et ça permet de sortir la psychanalyse d'une histoire très occidentalo-centrée, et j'en suis très heureux. Alors la question qui nous est posée ce soir, existe-t-il un inconscient colonial, est une question éminemment redoutable, bien plus qu'il n'y paraît de prime abord.
D'abord parce que ne serait-ce qu'approcher la question coloniale, c'est faire face aussi à tout un tas d'affrontements mémoriels, de questionnements identitaires qui sont très aigus et qui sont souvent dévastateurs. Il est difficile ici de garder une juste distance au passé, et c'est d'ailleurs un symptôme en soi. Mais surtout cette question, hein, existe-t-il un inconscient colonial, peut être pris de bien des manières. On en a discuté, on a des approches finalement assez différentes de cette question. Il y a bien des manières de se l'approprier. C'est pas la même chose, par exemple, d'interroger le poids psychique de ces passés coloniaux. Enfin, d'abord, des expériences coloniales sur les gens qui, de leur vivant, ont connu les situations coloniales, ou de poser la question des traces psychiques de l'expérience coloniale de nos aïeux. Hein, donc là, c'est l'inconscient post-colonial, d'une certaine manière, c'est une chose. Certains ici verront tout de suite derrière l'idée d'inconscient colonial l'idée d'inconscient collectif, hein, comme là, quelque chose, enfin, une notion avec laquelle nous sommes assez mal à l'aise les uns et les autres, on en parlera tout à l'heure. Et puis, pour ma part, j'ai essayé d'essayer de voir en quoi on peut éventuellement historiciser l'objet princeps de la psychanalyse, à savoir essayer d'historiciser le psychisme inconscient lui-même, ce qui est un autre plan, en quelque sorte, du questionnement. Mais on s'est dit qu'il fallait d'abord commencer par réfléchir à la question des impensés coloniaux de nos propres disciplines. Est-ce qu'on parle d'inconscients coloniaux de nos disciplines ou d'impensés, c'est peut-être plus juste ici, de nos disciplines? Alors, l'anthropologie en sait long sur ces questions-là, et je ne m'y risquerai pas, mais parce que l'anthropologie a une histoire évidemment très forte avec la colonisation. Une partie de l'émergence de l'anthropologie s'est faite dans des situations de contact culturel où s'exerçait une domination, une violence coloniale, et de fait, les anthropologues ont beaucoup plus réfléchi que nous encore à cette marque, hein, de la question coloniale sur cette discipline. Je laisserai bien sûr Livio et Sophie nous parler, hein, de ce nexus psychisme et psychanalyse et colonisation. Hein. Il y a un jeune historien aussi qui travaille là-dessus, qui s'appelle Raphaël Gallien, dont je voudrais souligner l'originalité des travaux. Hein. Il y a beaucoup à faire ici. Hein. C'est vraiment un nœud qui est un nœud d'avenir, je pense, à réfléchir. Et puis pour ma part, je suis heureux, hein, depuis maintenant ça fait un certain temps que notre discipline, l'histoire, se décolonise, ou en tout cas se décentre. Hein. Il y a eu quelques grands livres marquants que je citerai comme ça, mais pour vous donner des envies de lecture. Je pense d'abord au livre de Jacques Goudy, qui a toujours beaucoup fait pour essayer de relier histoire et anthropologie, qui s'appelle Le vol de l'histoire, hein, et qui interroge justement la mainmise de l'Europe sur l'histoire du reste du monde. Hein, comment finalement le récit historique des autres pays a été largement cadenassé, hein, par les historiens européens. Je pense aussi aux travaux de Dipesh Chakrabarty. Hein, Dipesh Chakrabarty, c'est un historien indien très, très connu, hein, qui vient de ce qu'on appelle les subaltern studies, donc tout un champ d'historiographie indien, d'histoire par le bas, comme on l'appelle, mais qui s'est mêlé aussi aux études postcoloniales. Et Dipesh Chakrabarty a laissé un livre marquant au titre provocateur qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». L'idée, en fait, elle est toute simple, c'est de dire qu'on ne peut pas écrire l'histoire du monde seulement à l'aune, hein, et à l'aide des catégories européennes. Si vous utilisez la catégorie de modernité, hein, pour écrire l'histoire du monde, bien souvent vous ne faites que décrire des situations où les autres ères civilisationnelles sont toujours en retard sur l'Europe, alors qu'il y ait d'autres modernités que la modernité industrielle européenne. Hein, manière de décentrer l'histoire du monde. Je pense aussi à tous les travaux d'histoire connectée. On pourrait penser bien sûr à Sanjay Subramaniam ou à Patrick Boucheron. Je retiendrai notamment le grand livre de Romain Bertrand qui s'appelle « L'histoire à parts égales », hein, qui justement s'agace au fond qu'on écrive toujours la même histoire de l'expansion européenne en Asie, aux Amériques, dans les mers du Sud, hein, toujours sous le prisme européen. Et il propose justement d'essayer d'écrire cette histoire depuis des deux côtés, en quelque sorte, depuis les sources européennes, mais aussi depuis les sources locales, hein, des sociétés concernées, hein, en considérant à égale dignité, hein, ces sources. Hein, manière là aussi de sortir donc d'un européocentrisme qui n'en finit pas. Et puis je voudrais vous signaler aussi, parce que c'est la démarche dans laquelle je me reconnais peut-être le mieux, le livre tout récent, un livre collectif très impressionnant qui est paru à la rentrée, Colonisation au pluriel, notre histoire, hein, dirigé par mon ami Pierre Singaravelou au Seuil. C'est un livre très fort parce qu'il cherche justement à essayer de créer un cadre, en quelque sorte, pour pouvoir
écrire une histoire qui est discordante. De fait, l'histoire des colonisations, elle est discordante, et c'est pour ça qu'il y a un pluriel d'ailleurs aux colonisations. Il y a des communautés mémorielles qui ici luttent pour essayer d'avoir un peu la mainmise sur l'écriture de l'histoire officielle. Et puis une histoire, mais cette histoire discordante, c'est aussi une histoire partagée. Et il dresse, et je finirai par là, quelques pistes pour essayer d'écrire cette histoire discordante et partagée, cette histoire commune. D'abord, la première chose qu'ils font, c'est de dire qu'il faut essayer d'écrire ensemble de comprendre la co-construction des empires et des nations. C'est-à-dire de voir que longtemps, l'historiographie française a un peu mis la colonisation de côté, c'était les spécialistes d'art culturel qui s'en occupaient, comme si cette histoire était hors de notre histoire ou aux marges de notre histoire. Quand vous regardez les lieux de mémoire, ce grand livre en 7 tomes où il y a 130 historiens, sur les 130 articles, il y a un seul article sur le colonial. C'est sur l'exposition coloniale de 1931 à Paris. Ça dit quelque chose de l'état de l'historiographie dans les années 80-90. On considérait le colonial comme étant finalement marginal et n'ayant pas vraiment place dans l'histoire de la nation française. Depuis, les choses ont bien changé, heureusement. Et voilà, et penser ensemble l'Empire et la métropole, parce que, au fond, la France a été un empire avant d'être un État-nation, ce qu'on oublie très souvent. Deuxième axe qu'il propose, c'est de considérer justement on a longtemps écrit l'histoire de la colonisation sans les coloniser eux-mêmes, comme s'ils étaient en quelque sorte des victimes passives de la colonisation, et du coup, là, le courant de Subaltern est très, très important pour montrer. Ce sont des Indiens donc, qui ont cherché à revaloriser le rôle des humbles, en montrant qu'ils avaient une agency, une capacité d'action, et que même dans un système de contraintes comme la colonisation, ils avaient des marges de liberté, ils avaient eu des formes de résistance, parfois manifestes, parfois ténues. Et puis il faut comprendre aussi la situation coloniale dans toute sa complexité, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois à essentialiser les catégories de colonisateurs et de colonisés, en perdant la complexité même des sociétés coloniales. Les sociétés colonisées, d'un côté, il y a bien sûr ceux qui résistent, mais il y a aussi ceux qui s'accommodent, et puis ceux qui coopèrent tactiquement ou durablement, et puis parfois une seule et même personne. On rencontre ça chez une seule et même personne. Et dans les sociétés colonisatrices, vous avez évidemment les prosélytes de l'Empire, tous ceux qui étaient pro-colonisation, vous aviez quelques rares anti-colonisation, et puis vous aviez toute une masse d'indifférents, ce qu'a très bien montré l'historien britannique Bernard Porter dans Absent-Minded Imperialists. C'est un très beau livre que je vous conseille. Et puis, dernière chose, Pierre Singaravelou et son équipe proposent de penser l'histoire des sociétés colonisées en ne s'arrêtant pas à cette séquence chronologique qui va de la conquête à la décolonisation. Il y a bien des choses à écrire et à penser sur l'après-décolonisation, et il faut aussi remonter bien en amont de la colonisation pour mieux spécifier justement la situation coloniale. Donc un agrandissement en quelque sorte de l'arc chronologique de l'étude. Il travaille du XVe siècle jusqu'au XXIe siècle pour donner à voir les choses autrement et remettre en perspective la période coloniale elle-même. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'état de ma discipline aujourd'hui et son rapport à la question coloniale. Ok. Alors, je vais reprendre peut-être plus la question elle-même. Existe-t-il un inconscient colonial qui a un petit parfum d'anachronisme, puisque parler aujourd'hui d'inconscient colonial et non pas d'inconscient éventuellement post-colonial ou décolonial, ça semble un peu décalé dans le temps, puisque nous sommes dans une période où les empires coloniaux ont formellement au moins pris fin, se sont dissous, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas laissé derrière eux des traces durables, dont tu viens de parler notamment. Du coup, j'avais envie, moi, de reprendre un peu les choses dans leur aspect plus historique, justement, c'est-à-dire resituer un peu comment cette question d'un inconscient colonial a pu émerger. D'abord, elle appartient à mon sens à un moment particulier qui est, en tout cas dans son moment d'émergence, qui est le moment des années 50, le début des années 50, où sous différents angles, cette question commence à être posée et
et d'abord dans un contexte qui est non français, un contexte états-unien. On évoquait avec Hervé récemment la figure d'un psychiatre et anthropologue qui s'appelle Abraham Gardiner, donc qui est un homme juif né aux États-Unis à la fin du 19e siècle, et qui se forme à la psychiatrie et qui part à Vienne dans les années 20 faire une psychanalyse avec Freud, et qui, dans les années 30, s'engage avec des anthropologues, dont Ruth Benedict, par exemple, dans ce courant qu'on a appelé culture et personnalité, donc, qui a été l'un des canaux d'implantation, disons, de la psychanalyse aux États-Unis dans les années 30. Il se trouve que Gardiner publie au début des années 50, et voilà, j'ai vraiment dans l'idée qu'il y a un moment comme ça où voilà, des publications se font qui viennent tenter sous différents angles donc de se saisir de cette question de l'inconscient colonial, puisque ce livre de Gardiner auquel je fais référence, qui s'appelle en anglais The Mark of Oppression, qui a été traduit récemment en français, Color Line, Oppression et inconscient. Dans ce livre, donc, Gardiner, qui est publié au début des années 50, et voilà, je resitue un autre livre important dans notre espace culturel à nous, qui est La psychologie de la colonisation de Manoni, est publié en 1950, Peau noire et masque blanc de Frantz Fanon est publié l'année d'après. Voilà, donc on est dans un moment comme ça où cette question du racisme et de ses implications psychiques est étudiée voilà, dans différents endroits du monde. Gardiner lui-même s'intéresse à la ségrégation raciale aux États-Unis à un moment où le régime ségrégatif est encore officiellement cours, puisqu'on c'est bien avant le mouvement pour les droits civiques, et donc il cherche à définir dans un travail qu'il conduit, un travail d'anthropologie clinique qu'il conduit à Harlem, donc dans ce début des années 50, et qu'il aborde à partir donc de cette idée de cette notion qu'il avait forgée avec d'autres, Margaret Mead, donc Ruth Benedict, de personnalité de base, avec l'idée comme ça qu'il y aurait un psychisme propre aux membres d'une même culture, qu'il y aurait une configuration psychique, disons, qui serait d'emblée en quelque sorte collective, prise dans voilà, les déterminations d'une culture spécifique. Ce paradigme culturaliste voilà, qui trouve là un moment d'expression assez fort dans l'analyse de la ségrégation raciale états-unienne, disons, se trouve en concurrence, on pourrait le dire comme ça, avec un autre paradigme qui a plutôt cours ici. On se trouve dans le théâtre Claude Lévi-Strauss, donc il se trouve qu'en 1949, Lévi-Strauss a publié Les structures élémentaires de la parenté, qui est un livre qui marque vraiment le début de cette proposition structuraliste qui va comme ça influer énormément sur le développement des sciences humaines en France voilà, dans les années 50 et 60, et influence dans laquelle Lacan est pris lui-même, avec l'idée donc que c'est moins la culture qui détermine, enfin qui constitue les coordonnées déterminantes du sujet social ou du sujet psychique, que la linguistique structurale, enfin en tout cas la linguistique saussurienne telle qu'elle est utilisée par des gens comme Lévi-Strauss, comme Jacobson, comme Lacan lui-même, qui va donc faire une proposition forte pour situer l'inconscient. Donc cette proposition est très célèbre et vous la connaissez tous sûrement, mais il se trouve qu'elle va me permettre de discuter un peu plus précisément cette notion, cette hypothèse, disons, d'un inconscient colonial et la discuter, éventuellement même de la contester. La proposition donc, de Lacan, c'est la suivante. Elle consiste
à considérer que l'inconscient est structuré comme un langage. Alors je voudrais, pour relier cette proposition structurale à la question de savoir comment on peut penser ou pas un inconscient colonial, je voudrais passer par un petit extrait. Alors je fais un avertissement d'emblée, c'est un texte dans lequel, enfin c'est pas un texte d'ailleurs, c'est un extrait de son séminaire de la fin des années 60 dans lequel Lacan raconte son expérience clinique avec des patients africains, justement à la fin des années 40, au début des années 50, donc toujours ce moment-là qui est un nœud un peu de positionnement de notre affaire. Et donc, je fais un petit avertissement parce que pour des sensibilités contemporaines, le ton un peu condescendant de Lacan pourrait, sinon choquer, au moins produire des effets de surprise pas très agréables. Mais néanmoins, malgré ça, je trouve que cette évocation qu'il fait de sa clinique avec ses patients africains donne vraiment l'idée de ce qu'on peut entendre par la mise en rapport entre la question de l'inconscient et celle de la colonialité. Donc je vous lis ce petit extrait. Très tôt après la dernière guerre, j'ai pris en analyse 3 personnes du haut pays du Togo qui y avaient passé leur enfance. Or, je n'ai pu, dans leur analyse, avoir trace des usages tribaux qu'ils n'avaient pas oubliés, qu'ils connaissaient, mais du point de vue de l'ethnographie. Il faut dire que tout était fait pour les en séparer, étant donné ce qu'ils étaient, ces courageux petits médecins qui essayaient de se faufiler dans la hiérarchie médicale de la métropole. Nous étions encore au temps colonial. Ce qu'ils en connaissaient donc du niveau de l'ethnographe était à peu près celui du journalisme, mais leur inconscient fonctionnait selon les bonnes règles de l'Oedipe. C'était l'inconscient qu'on leur avait vendu en même temps que les lois de la colonisation, forme exotique, régressive du discours du maître face au capitalisme qu'on appelle impérialisme. Leur inconscient n'était pas celui de leurs souvenirs d'enfance, mais leur enfance était rétroactivement vécue dans nos catégories familiales. Alors, donc, à partir de ce paradigme qui n'est pas culturaliste, mais structuraliste, qui amène Lacan à considérer que l'inconscient est structuré comme un langage, on pourrait donc s'orienter plutôt que de discuter l'inconscient colonial en tant que tel. Ce que Lacan fait apparaître dans cette évocation de sa clinique avec les patients togolais, c'est moins un inconscient colonial qu'un inconscient structuré comme un langage colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas l'inconscient lui-même qui est colonial, c'est le langage qui est colonial et qui détermine la manière dont la manière dont les effets de l'inconscient peuvent se produire. Donc il ne s'agirait pas là d'avoir affaire à un inconscient colonial, mais de considérer le formatage subjectif des existences produits par la colonisation. Cette idée d'inconscient structuré comme un langage amène aussi à considérer que l'inconscient, c'est un effet de langage, donc c'est le résultat du fait qu'on parle. Ce n'est pas une chose, l'inconscient, ce n'est pas une entité, une substance, c'est un effet, ou ce sont plutôt des effets symptômes, des effets mots d'esprit, des effets lapsus, qui viennent inquiéter l'apparente homogénéité de la langue et sa consistance. Et un des corrélats, disons, de positionner les choses de cette manière-là, c'est aussi de considérer que cet inconscient qui est structuré comme un langage et qui donc engage le fait qu'on est parlé par son inconscient, c'est-à-dire que le langage lui-même nous amène à nous dire, à nous parler nous-mêmes dans des termes qui sont déterminés, qui sont rendus possibles par les structures de cette langue, mais ces structures, elles n'existent qu'en situation. On ne parle jamais qu'en situation. C'est aussi un point que Fanon relève lui-même.
dans Peau noire, masque blanc. Donc voilà, toujours dans ce début des années 50, où il souligne que tout peuple colonisé se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Cette notion de situation, c'est une notion qui est précisément amenée par Octave Manoni dans sa psychologie de la colonisation et qui est ensuite reprise et, disons, popularisée, si on veut, dans l'anthropologie par un anthropologue français qui s'appelle Georges Ballandier et qui voilà, utilise beaucoup cette idée de situation, donc, voilà, c'est Manoni dans sa psychologie de la colonisation. Je vais laisser Livio en parler juste après. Utilise cette notion de situation pour complexifier disons l'analytique de la colonialité, c'est-à-dire faire en sorte que comment dire ça, ce ne soit pas, disons, en termes de pure domination, voilà, uniquement du point de vue de l'oppression coloniale en tant que forme d'une oppression politique, économique, mais que ce soit relationnel, et c'est c'est-à-dire qu'il y ait deux pôles, le pôle des colonisés et le pôle des colons, des colonisateurs, interagissant et constituant une scène, une situation voilà, où des rapports de force s'établissent et où du coup les colonisés n'apparaissent pas effectivement uniquement comme des objets passifs d'une politique qui leur serait imposée ou d'une forme d'asservissement strictement imposée, mais où interagissent comme ça des pôles à partir desquels on peut apercevoir une construction commune, voilà, où effectivement des complexes, peut-être que Livio y reviendra, s'enchassent les uns dans les autres de manière à complexifier l'appréhension de cette situation. Mais du coup, dire qu'on ne parle jamais qu'en situation, c'est dire aussi que on est à la fois contraint par le langage pour dire et pour se dire, mais que le langage lui-même est aussi contraint par la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langage voilà, qui s'impose de manière anhistorique, hors d'une conjoncture politico-culturelle ou politico-sociale dont on peut toujours saisir les coordonnées. Donc, dire que le langage lui-même est contraint par la situation, c'est dire qu'il existe dans un certain état des rapports de force qui organisent donc la vie sociale à un moment donné de l'histoire. Je vais simplement, peut-être, s'il me reste 2 minutes, conclure sur l'idée que s'il y a une bonne raison de mobiliser la catégorie d'inconscient dans le contexte colonial ou postcolonial, c'est aussi pour penser, d'une part, donc, l'aliénation spécifique qui se joue dans cette situation coloniale et qui concerne aussi bien le colonisé que le colon, évidemment à des titres différents, mais c'est aussi, parce qu'il n'y a pas d'assujettissement sans subjectivation, c'est la leçon que Michel Foucault a imposé en quelque sorte à la psychanalyse et qui correspond aussi à une manière de penser les choses voilà, que Lacan rejoint dans les années 70. Donc il y a certes une aliénation spécifique à cette situation, mais il y a aussi donc des manières de résister à cette aliénation et penser l'inconscient ou penser avec l'inconscient, c'est toujours penser des deux côtés à la fois, c'est-à-dire ce qui nous contraint dans le langage, et dans un langage qui est toujours pris dans une situation dont les coordonnées sont précisables, mais c'est aussi donc comment on résiste à cette aliénation
et parfois même sans le savoir. C'est-à-dire la psychanalyse s'intéresse beaucoup aux résistances de l'inconscient, c'est-à-dire ce à quoi résiste l'inconscient, mais aussi aux résistances à l'inconscient, dans les deux sens. Une des manières, par exemple, pour un peu donner un fondement clinique à cette question, une des manières de saisir la résistance de l'inconscient aux formes de l'aliénation coloniale, et c'est peut-être plutôt de ça dont il faudrait parler, plutôt que d'un inconscient colonial, d'une aliénation coloniale, on en trouve une élaboration dans un article de Fanon, toujours du début des années 50, qui s'appelle donc le syndrome nord-africain, où Fanon s'intéresse en tant que médecin, parce qu'il est psychiatre de formation, et puis en exercice aussi, à ce moment-là, où il s'intéresse à cette drôle de situation, donc, où se trouvent des patients nord-africains, en général reçus par des médecins inscrits eux-mêmes dans la médecine coloniale de l'époque. Et donc, ces patients se plaignent de douleurs qui sont, au fond, pas traitables par des médecins. C'est-à-dire, ils s'adressent aux médecins pour leur dire leur douleur d'exister, au fond, mais qui s'inscrit dans leur corps. Et les médecins cherchent, eux, avec une démarche scientifique, objectiviste, positiviste, disons, voilà, quels sont les symptômes, quel est le problème somatique auquel ils sont censés avoir affaire comme médecins. Et voilà, eux-mêmes sont dans l'incapacité de répondre à cette adresse de douleur qui leur est faite par leurs patients, et les patients eux-mêmes se retrouvent donc avec sur les bras une douleur sans adresse. Donc des deux côtés, je trouve que cette situation du syndrome nord-africain donne une idée de l'aliénation coloniale telle qu'elle peut s'exercer à la fois dans la position où se trouve, à laquelle se trouvent identifiés les médecins de la médecine coloniale, c'est-à-dire ils sont identifiés à une position de colon, et en même temps donc dans laquelle se retrouvent les patients eux-mêmes voilà, pris dans la situation coloniale en tant que colonisés, chacun renvoyé, disons, à une souffrance sans nom et sans reconnaissance possible, à défaut de, disons, parce qu'ils n'ont pas le langage. Le langage qui est imposé par la situation coloniale ne rend pas élaborable la douleur qui circule pourtant de manière patente et au point que Fanon parlera de mort atmosphérique, c'est-à-dire que quelque chose comme ça d'une destructivité est là, présente et s'inscrit dans les corps et dans les paroles sans pourtant trouver d'adresse ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, donc si on considère l'inconscient non pas comme un fait, mais comme un effet de décalage entre une situation telle qu'elle s'impose au sujet qui l'habite et leur façon de s'en accommoder, si on considère comme ça l'inconscient comme un effet de décalage, on se donne la possibilité d'accéder à tout ce qui s'invente, parfois douloureusement, donc dans les symptômes, pour faire valoir la dimension subjective qui ne cesse jamais d'insister, quels que soient les moyens de l'oppression. Donc, et c'est ça le pari que fait la psychanalyse, c'est de se mettre à l'écoute de cette singularité résistante. Et voilà, on ne peut le faire qu'après coup, évidemment, en ce qui concerne la question coloniale, mais comme les effets de la colonialité s'exercent aussi après coup, on a une fonction importante et un rôle important à jouer pour faire exister ces effets de l'inconscient, voilà, au-delà du temps colonial lui-même. Oui. Bonsoir tout le monde. À mon tour, alors, d'essayer de faire raisonner, vous restituer quelque chose sur comment a résonné pour moi la question qui, sous l'enseigne de laquelle nous sommes là ce soir, existe-t-il un inconscient colonial? Alors, ça a commencé par un lapsus de ma part, ou c'est la bonne guerre pour un psychanalyste. Et jusqu'à il y a quelques jours, j'étais convaincu, j'étais persuadé que la question qu'on aurait traitée était formulée plutôt dans les termes « existe-t-il un inconscient post-colonial ?» Peut-être parce que je travaille sur cette question depuis un certain temps,
Peut-être aussi parce que la question existe-t-il un inconscient colonial, non seulement elle peut paraître anachronique, comme Sophie l'a rappelé, parce que du point de vue, parce que l'époque coloniale est terminée, les grands partages coloniaux, la situation, c'est pas juste une question historique ou temporelle, c'est que le monde régi par les grands partages coloniaux entre un monde régi par les deux, par une dimension du deux très, très marquée entre les civilisés, les non civilisés, les modernes et les prémodernes ou les primitifs, entre tous les grands partages coloniaux sont intenables, mais aussi pour une raison peut-être plus foncière, c'est-à-dire que d'une certaine manière, l'expression inconscient colonial, ça ressemble un peu à un pléonasme, c'est-à-dire tout le monde, je crois, s'accorde aujourd'hui pour dire que la scène coloniale est chargée fantasmatiquement, elle est saturée d'inconscient, elle est prise dans un théâtre aussi extrêmement où l'inconscient, où la dimension inconsciente, elle est essentielle. Et nous les voyons, bien sûr, nous pouvons les repérer peut-être plus aisément aujourd'hui, mais de sorte que oui, il existe, par exemple, on a mentionné Mannoni, Octave Mannoni, effectivement un auteur auquel je me suis beaucoup intéressé et sur lequel on a amplement on s'est efforcé de réactualiser aussi dans notre livre avec Sophie, La vie psychique du racisme, parce que c'est un auteur qui avait été un peu, surtout les premiers Mannoni, les premiers livres de Mannoni, Psychologie de la colonisation, qui est un livre écrit à la suite d'une vingtaine d'années passées à Madagascar, où Mannoni avait une première vie comme enseignant de philosophie, comme professeur de philosophie, et puis en 1945 rencontre Lacan, commence une analyse avec Lacan, tout en restant à Madagascar encore quelques temps. Et c'est à ce moment-là, autour de 1946, vers la fin de 1946, qu'il mûrit le projet d'écrire un livre qui serait une sorte de bilan à la fois personnel et impersonnel sur son expérience du monde colonial au moment où le monde colonial est sur le point de péricliter. Et ce livre a connu des aléas, etc., a été en partie, d'une certaine manière, obscurci aussi par la critique virulente dont il fait l'objet dans Un peau noir à masque blanc de Fanon. Bon. Alors, Mannoni, effectivement, si on relit, et c'est désormais possible aussi d'y accéder facilement parce que les éditions du Seuil ont réédité récemment ce vieux livre, donc Psychologie de la colonisation, Mannoni y esquisse en effet les grands traits de ce qui serait l'inconscient colonial. L'inconscient colonial au sens tout d'abord de l'inconscient de l'homme colonial, de ce qu'il appelle l'homme colonial. Il n'utilise pas les termes colonisateur ou colon. L'homme colonial pour insister sur le fait que de tout homme, de tout sujet venant de la métropole et évoluant dans le monde colonial, lesquels, et d'une certaine manière, on pourrait résumer sa thèse de façon aussi assez simple. Pour lui, l'homme colonial, les sujets donc, venant d'Europe, qui évoluent dans le monde colonial, est à la fois un très grand avantage subjectif. Il est exonéré de castration, quelque part. Ça domine l'effet de pouvoir, quelle que soit sa position, l'effet de pouvoir se sentir supérieur grâce aux critères raciaux à une autre partie de la société dans laquelle il se trouve, l'exonère de tout sentiment de castration. Et en même temps, cette même exonération produit chez ces sujets une sorte de blocage, de fixation, lui empêche
toute évolution psychique est véritable, toute évolution subjective. Hein, parce que il y a quelque chose, Manoni reprend notamment la notion des complexes d'infériorité qui vient du psychanalyste Alfred Adler, proche de Freud à un certain moment, mais qui s'en éloigne au début des années 10. Les complexes, c'est une notion importante qui est présente chez Fanon aussi, on pourrait en discuter. Les complexes d'infériorité ne désignent pas du tout le fait de se sentir inférieur, ça désigne le fait qu'on surcompense, que tout sujet est porté à surcompenser les risques d'une infériorisation. Alors, en produisant une démarche d'autonomie, d'affirmation de soi. Donc à chaque fois, ça c'est les moteurs. Pour Manoni, les complexes d'infériorité est moteur de la modernité, de l'individu autonome, moderne, lequel doit tout le temps, d'une certaine manière, affirmer quelle est sa place dans la société, à travers la compétition individuelle, la lutte des classes, plusieurs choses. Bon. Et conjurer, ou surcompenser toute menace d'infériorisation. Alors, dans le monde colonial, d'une certaine manière, l'homme colonial n'a plus de complexe d'infériorité. Sa supériorité raciale lui permet de s'en sortir à bon compte, si je puis dire, mais il paye un prix lourd pour Manoni. Il paye un prix lourd, l'homme colonial, du point de vue anthropologique, si vous voulez. Il paye le prix d'une sorte de stagnation, de minéralisation. D'où ces caractères sur lesquels Manoni insiste beaucoup dans ses écrits de la fin des années 40, début des années 50, en décrivant un monde colonial comme un monde, au fond, voilà, non seulement cristallisé sur des partages, mais quasiment minéralisé, paralysé, fait des blocages subjectifs, y compris chez les dominateurs. On retrouve ça dans un texte étrange, un texte en partie littéraire, publié en même temps, toujours en 50, publié en même temps que Psychologie de la colonisation, en 51, presque en même temps, et qui est un texte inspiré de Kafka, qui se passe largement au café colonial, et dans lequel Manoni décrit ce mélange de paralysie et de déconfiture du monde colonial. Bon. Donc oui, il existe, une première réponse qu'on pourrait donner, il existe un inconscient colonial au sens où cet inconscient a été fondamental pour constituer l'économie psychique du monde colonial, pour construire les colonialismes modernes, c'est-à-dire le colonialisme d'après les Lumières du XIXe siècle, comme ça, avec ces grands partages entre les modernes et les primitives, est absolument saturé de ça. Mais ça, c'est une manière d'y répondre. Deuxième manière, j'essaie d'aller un peu vite. Deuxième manière d'entendre la question, donc je me disais, mais pourquoi je n'ai pas pu l'entendre de premier abord? Deuxième manière, c'est, là aussi on y a fait allusion précédemment, c'est ce qu'on essayait de faire, notamment dans l'introduction au volume Psychanalyse du reste du monde que nous avons orchestré avec Sophie, et qui est la tentative d'envisager l'histoire de la psychanalyse à partir de la manière dans laquelle elle s'est mêlée des questions de décolonisation sur un siècle, à partir des années 20 en Inde jusqu'à aujourd'hui, comment la psychanalyse s'est mêlée des questions de décolonisation à la fin de l'époque coloniale, et puis des questions, et puis dans la deuxième partie du XXe siècle, dans les sociétés postcoloniales, comment la psychanalyse a pu donner un apport à
à ces processus, eh bien, nous sommes intéressés dans l'introduction à ces volumes, en particulier à la question à laquelle faisait allusion Hervé aussi, de comment décoloniser, non pas la psychanalyse, ce serait, parce que non pas la psychanalyse en tant que pratique ou en tant qu'épistémé comme savoir, mais décoloniser d'abord son histoire, la manière dans laquelle la psychanalyse se raconte son histoire, se représente son histoire. En partant du constat que la psychanalyse a eu tendance à se représenter son histoire comme une épopée occidentale, voire occidentaliste, un mouvement de plus en plus vers l'Ouest. On sait par exemple que la psychanalyse est née, par exemple, la première génération des psychanalystes, la plupart, y compris Freud, étaient originaires de la périphérie de l'Empire austro-hongrois. Et puis ça s'est centralisé petit à petit sur Vienne et sur l'Europe centrale. Et puis bien sûr, le nazifascisme en Europe a créé la grande diaspora de première génération d'analystes vers la Grande-Bretagne et les États-Unis, etc., etc., et puis l'Amérique latine. Tout ça pour dire qu'on peut, d'une certaine manière, on a tendance, et à certains égards, on comprend qu'il y a des raisons pour ça, mais on a tendance à se représenter cette histoire comme une histoire de plus en plus occidentale. Et jusqu'à presque suggérer qu'il y a une coextensivité entre l'espace occidental et l'espace de développement historique de la psychanalyse. Et qu'au fond, la psychanalyse n'est possible et n'est pertinente que dans cet espace-là. Alors, dans les livres, Psychanalyse du reste du monde, on essaye un peu de contrer cette idée, cette spontanée. D'ailleurs, cette idée, elle est trahie par des mots. À propos par exemple, on parle souvent en histoire de la psychanalyse, il y a plein d'expressions qui trahissent cet imaginaire. Les pionniers de la psychanalyse, les continents de l'inconscient, Freud se comparant à Christophe Colomb. Bon, il y a plein d'éléments. Et la féminité comme Dark Continent, expression prise quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la conquête du Congo. Plein de choses comme ça qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui signalent la persistance de quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose peut-être d'insuffisant, sinon de biaisé, dans cet imaginaire historique de la psychanalyse. Or, c'est important comment, je crois que ce n'est pas Hervé qui va me contredire, c'est important comment un savoir se raconte son histoire aussi, s'auto-représente son histoire et sa géohistoire, si on veut. Et donc, la question étant, non pas comme nous l'a reproché l'historienne attitrée de la psychanalyse en France, non pas, l'idée n'était pas celle de décoloniser la psychanalyse ou de traiter la psychanalyse de savoir colonial ou colonialiste. C'était d'abord l'idée de complexifier cette représentation en faisant apparaître un fait très simple, que la psychanalyse, depuis les années 20, donc très tôt, est présente aussi dans les espaces coloniaux, l'Inde, notamment, je me suis beaucoup intéressé au surgissement de la psychanalyse dans les années 20, 30, etc. Mais dans de nombreux autres espaces, et faire donc apparaître une histoire diffractée de la psychanalyse, rendre compte de cette présence. Et notamment sur ces deux registres que je disais, comment la psychanalyse s'est mêlée des questions de décolonisation et en même temps comment la psychanalyse a, dans la deuxième partie du XXe siècle, accompagné ou contribué à élaborer certains éléments de l'anthropologie, de la construction des sociétés postcoloniales ou du legs laissé par le colonialisme. Donc je dirais, deuxième manière d'entendre la question, sur
décolonisation de l'histoire de la discipline. Et puis avant de passer le micro, j'ai fait allusion à la troisième manière dans laquelle il me semble possible d'entendre cette question, mais qui peut-être demanderait un développement. Ça, c'était aussi dans nos échanges avec Anne-Christine Taylor, c'était la question de... Et c'est une question qu'on m'a posée souvent à la suite de ces livres, Psychanalyse du reste du monde. On m'a souvent posé la question... Mais alors, d'accord, très bien, vous montrez que la psychanalyse a existé dans le sud du monde, dans les anciens territoires coloniaux, dans des lieux où on soupçonnerait sa présence. Très bien. Mais est-ce que c'est cette présence, ces travaux, ces figures est-ce qu'ils ont eu un effet sur la psychanalyse majeure, sur la psychanalyse dominante, si je puis dire, sur la psychanalyse centrée sur le Nord? Est-ce qu'il y a un effet de retour? Est-ce qu'il y a une symétrisation possible, si vous voulez, ou quelque chose comme ça, si on veut reprendre certaines catégories qui sont très utilisées dans l'anthropologie contemporaine et qui visent à montrer comment il y a un effet de retour lorsqu'on rencontre l'autre et la vision du monde de l'autre, même les plus éloignés, produit un effet de retour sur l'ethnologue, sur l'observateur, sur celui qui essaie de d'en saisir, etc. Et oui, et ça c'est une question peut-être qu'on n'a pas, peut-être après coup qu'on pourrait dire insuffisamment spécifiée en particulier dans l'introduction, mais oui, il y a des effets de retour. Et on pourrait peut-être en discuter, mais il faudrait rentrer un peu dans les détails de certaines conjonctures concrètes. Par exemple, j'en mentionne juste une qui peut intéresser peut-être certains parmi vous, c'est les livres de Wolf Sachs, ces psychanalystes d'origine lituanienne, juifs lituaniens, qui travaillent pendant longtemps en Afrique du Sud, et qui écrit donc en 1937 un livre important qui s'appelle Black Hamlet, qui est la tentative qui naît comme une tentative d'analyser un guérisseur, mais qui finalement finit par se transformer en un livre où ces guérisseurs, ces Nganga qui venaient de l'actuel Zimbabwe, etc., finit pour quelque chose se renverse progressivement et c'est l'analyste qui se met à l'école du guérisseur pour essayer de comprendre et de rendre compte de sa conception du deuil, des fantômes, mais aussi, en particulier dans la deuxième édition, le titre changera, Black Anger, mais aussi de voir quelle est la place. C'est un livre aussi qui, en particulier dans la deuxième édition, fait une place aussi à la condition noire dans l'Afrique du Sud, un peu avant la construction de l'apartheid, mais en bonne route. Bon, donc ce livre est considéré à juste titre par certains comme précurseur de l'ethnopsychanalyse, de ce qu'on appelle l'ethnopsychanalyse, et de cette possibilité aussi que la psychanalyse se mette avec ses moyens, ses outils aussi, à l'écoute d'autres conceptions thérapeutiques, non seulement thérapeutiques, mais aussi plus générales sur la souffrance et la place dans le monde. Bon, ça, donc, troisième manière aussi, ça serait de faire particulièrement cas à ces effets de retour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait à la psychanalyse d'être allé, de s'être greffé à ces autres espaces. Et voilà. Et moi, si je peux me permettre de réagir, oui, du coup, moi, je suis très sensible à votre manière d'écrire la psychanalyse, d'autant qu'elle rencontre pleinement ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, c'est les métamorphoses de l'écriture aujourd'hui historique du fait colonial, au sens où, au fond, ce qui se passe en ce moment, je vous racontais un peu les historiens de la colonisation aujourd'hui sont tournés bien sûr sur la manière dont les métropoles influencent l'espace colonial, mais aussi sur les effets retours des espaces coloniaux sur la métropole, ce
qui n'était pas le cas avant. On voyait toujours ça dans un sens et jamais dans l'autre. Donc cette question des effets retours, elle travaille beaucoup l'historiographie contemporaine. Et donc voilà, vous avez c'est très en phase avec les métamorphoses de la discipline historique elle-même. Et par rapport à ton lapsus, je me sens un peu obligé, du coup, comme historien, de réfléchir d'essayer de donner des exemples à la fois sur les manières dont on pourrait éventuellement approcher l'inconscient colonial et l'inconscient postcolonial. Alors, on n'est pas totalement d'accord sur, évidemment, la manière de définir l'inconscient. Et voilà, où vous êtes plus accroché, évidemment, à l'héritage lacanien, même si j'aime beaucoup la façon dont en parlant de l'inconscient structuré comme un langage, tu rappelles régulièrement les coordonnées historiques dans lesquelles tout ça s'opère. Et je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, ça peut être un peu technique, mais je voudrais vous parler... il y a au moins une chose, à mon avis, sur laquelle on est très d'accord, hein, c'est pour tenir un peu à distance la question de l'inconscient collectif, au sens où il y a un danger dans les sciences sociales, c'est de personnaliser les collectifs, de faire finalement de l'inconscient collectif comme une espèce d'essence, hein, quelque chose de réifier l'inconscient collectif, et puis de finir par lui attribuer une existence, des intentions, une volition, des actions. Hein, et ce faisant, quand on commence à utiliser des entités collectives comme ça, hein, en fait, on se leurre, on circonscrit l'inexpliqué, mais en fait, on n'explique pas grand-chose. Hein, pour moi, l'inconscient collectif est une notion assez fallacieuse. Il n'y a d'inconscient que par rapport à une conscience, donc par rapport à une personne, hein, mais toute la question, c'est l'ampleur, le poids du social historique sur ce psychisme inconscient, on va dire individuel. Hein, c'est ça dont on pourrait éventuellement parler tout à l'heure. Mais ces deux exemples dont je voudrais parler, si pour un historien, c'est évidemment très compliqué d'accéder à ce psychisme inconscient colonial, mais il y a éventuellement quelques corpus, et je pense à un corpus dont j'avais dû vous parler une fois, qui m'intéresse beaucoup, qui avait repéré un historien américain qui s'appelle Eric Lindstrom. Il y a eu dans les années 20 un anthropologue qui s'appelait Walter Seligman en 1924 qui a lancé une grande collecte de rêves dans l'Empire britannique, en Asie, en Océanie, en Afrique. Il a mis en place tout un système de collecte avec des administrateurs coloniaux, mais aussi avec des ethnologues. Et il avait dans l'idée d'aider l'administration britannique à mieux gouverner son empire. Parce qu'il croyait, justement, grâce à la psychanalyse, il était très freudien, hein, qu'on allait pouvoir entrer dans les têtes, et savoir ce qui se passait dans la tête des colonisés. Et du coup, grande collecte, hein, c'est un corpus inouï pour nous, historiens, hein, qui reste encore très largement à défricher. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il voulait montrer aussi la validité universelle des propositions freudiennes, et puis ça ne fonctionnait pas partout, ni l'universalité du complexe d'Édipe, ni l'universalité des étapes du développement sexuel, oral, anal, etc. Hein, ça ne fonctionnait pas complètement. Il y a des pays, des contrées où les mœurs sexuelles étaient plus libres, donc pas nécessairement de déguisement dans le rêve des questions sexuelles. Donc bref, tout ça prenait un peu l'eau. Et ce que ne voit pas vraiment Seligman, ce qui est pourtant, ce que met bien en valeur Eric Lindstrom, l'historien, c'est de dire au fond ce qu'on voit sourdre, hein, dans cette collecte de rêves, c'est au fond les traces psychiques de la domination coloniale et la manière dont les colonisés ne cessent de rêver à leur libération, hein, qui couvent déjà dans les années 20-30. Hein, et donc ça, c'est assez passionnant. Et c'est aussi Frantz Fanon qui a travaillé sur les rêves et disait justement les rêves des colonisés sont des rêves musculaires, ce sont des rêves d'action, ce sont des rêves de libération. Entre 9h du soir ou 10h du soir au moment du coucher et 6h du matin, les colonisés sont déjà dans la libération d'eux-mêmes et dans une dynamique d'indépendance. Hein. Donc on peut éventuellement, grâce à des sources comme ça, mais qui sont des corpus qui sont absolument exceptionnels, essayer de traquer ce qu'il pourrait avoir avec une forme d'inconscient colonial, ou en tout cas traquer les traces psychiques de la domination coloniale en contexte. Et puis, je pense, pour la question du post-colonial, je pense au livre, hein, de quelqu'un qui a participé à votre livre, de Karima Lazali, qui est une psychanalyste qui a un parcours très, très intéressant parce qu'elle exerce à la fois à Paris en langue française et à Alger en arabe. Et elle se rend compte chez ses patients, hein, de la prégnance du signifiant Algérie, hein, donc de la prégnance de la guerre d'indépendance algérienne, comme il faut l'appeler, bel et bien. Hein. Là, en France, on a longtemps parlé des événements d'Algérie avant de parler de guerre d'Algérie. Il s'agit bien de la guerre d'indépendance d'Algérie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle raconte que, évidemment, alors, dans son travail en France, hein, elle rencontre une espèce de marasme générationnel, souvent la troisième génération postcoloniale qui est prise dans une histoire complexe. Ce sont des enfants, des petits-enfants du silence, au fond, hein, souvent des appelés d'Algérie qui n'ont pas raconté grand-chose. Ils sont pris dans cette histoire un peu honteuse dont ils ne savent pas grand-chose.
mais elle explique que le travail de la cure, pour le coup, aboutit généralement à des résultats assez satisfaisants, mais qu'elle rencontre en Algérie des difficultés plus grandes, parce que, comme si en quelque sorte cette opération de libération subjective qu'est la cure ne parvenait pas à produire complètement ses effets, les patients étant pris dans toute une série de complications entre le familial, le religieux, le politique, et que c'est la raison pour laquelle elle fait davantage appel à une histoire de plus longue durée, pour parler non seulement de l'Algérie, mais aussi des traces psychiques profondes laissées par 120 ans ou 130 ans de colonisation française, et donc elle remonte loin dans le temps. Et c'est assez intéressant pour moi, même si je ne suis pas tout à fait d'accord sur la façon dont elle mobilise l'histoire, mais de montrer que le poids du social historique dans le psychisme profond est mon travail au fond, et c'est là qu'on n'est pas complètement raccord, mais c'est normal parce que je viens des sciences sociales, et au fond, c'est bien la psychanalyse qui a donné aux sciences sociales la notion d'inconscient et qui lui a donné toute sa valeur. Et en même temps, les sciences sociales se sont emparées de cette notion d'inconscient pour en faire des choses parfois très différentes. Dans les années 60, c'était un mot de passe, le mot d'inconscient, mais en fait, personne ne mettait la même chose sous ce terme. Donc déjà, même Freud lui-même, il a trois... au début, en 1915, il érige l'inconscient au rang de substantif, et l'inconscient équivaut à peu près au refoulé. Donc là, on pourrait éventuellement parler d'un inconscient possiblement colonial, refoulement colonial. Mais après, il y a un deuxième moment, c'est la seconde topique, donc le moment où il invente les catégories de ça, de moi et de surmoi, le ça comme réservoir pulsionnel, le moi comme la structure psychique consciente, et puis le surmoi comme une espèce d'instance du social intériorisé, cette petite voix qui nous dit il ne faut pas. Et là, déjà, l'inconscient c'est plus seulement le ça, mais ça c'est aussi une partie du moi et du surmoi. La notion se dilue un peu, et elle n'est plus un substantif, mais un adjectif. Et à la fin de sa vie lui-même, Freud dira que la notion d'inconscient lui glisse entre les doigts. C'est bien raconté dans La Planche et Pontalis. Là-dessus, les sciences sociales arrivent, Lévi-Strauss en particulier, en 1949, dans le texte sur l'efficacité symbolique, et qui, pour le coup, se réapproprie la notion d'inconscient, laisse de côté tout ce qui a trait aux souvenirs et aux affects de l'individu, qui sont laissés de côté, et l'inconscient, du coup, devient un lieu vide où s'exerce essentiellement la fonction symbolique. Et là se joue quelque chose que je n'ai pas toujours, peut-être que vous pourrez m'éclairer, pas très bien compris entre Freud, Lévi-Strauss et Lacan. C'est-à-dire que le moment où Lacan annonce son retour à Freud, il le fait par l'intermédiaire de Lévi-Strauss, qui pourtant a mis largement de côté la vision freudienne de l'inconscient. Et c'est là que Lacan reproduit le geste au fond qu'a reproduit Lévi-Strauss en essayant de lier l'anthropologie à la linguistique structurale. Lacan fait à peu près la même chose avec la psychanalyse et l'inconscient structurel, notamment pour essayer de montrer à quel point la psychanalyse peut devenir une science. Mais ce faisant, en s'appuyant sur une démarche avant tout synchronique, celle de la linguistique structurale, toute la question de l'histoire est mise un peu entre parenthèses et délaissée. L'historicité est vue comme quelque chose d'inessentiel. Et ça provoque un certain nombre de réactions. Et du coup, je suis plutôt du côté de ces réactions, mais c'est aussi parce que je suis historien, sans doute. Mais des gens comme Cornelius Castoriadis ou Pierre Aulagnier, qui est psychanalyste comme lui, c'est un couple à l'époque, se plaignent justement. On dit, mais voilà, dans l'approche lacanienne, la dimension du social historique est trop délaissée, notamment toute la question de la socialisation, c'est-à-dire le moment où, au fond, nous, enfants, dans les primes socialisations, nous intériorisons le monde social, ses règles, ses normes de comportement et de sensibilité, ses tabous, ses interdits, mais ce faisant, en intériorisant tout ça, nous intériorisons aussi tout le legs des générations antérieures. L'histoire, elle vient s'inscrire au fond de nous-mêmes, au plus profond de notre être intime, à ce moment-là, et puis encore, parce que nous sommes socialisés toute la vie. Donc, voilà, ce rapport Castoriadis-Lacan, derrière, il y a aussi la proposition de Deleuze et Guattari, c'est 3 ans plus tôt, dans l'Anti-Oedipe, en 72, où ils disent, tout en étant fascinés par la psychanalyse lacanienne, mais quand même viennent la provoquer en disant, au fond, attention à ne pas voir, et puis ils discutent de Freud aussi, à ne pas voir l'inconscient seulement comme une scène où se reproduiraient toujours les mêmes situations, Oedipe, Hamlet, etc. L'inconscient, c'est une usine. Et l'inconscient, il est directement branché sur l'histoire, la géographie, les continents, les peuples, les races, etc. Donc la question du colonial, ici, elle est en plein. Et puis moi, je suis aussi attaché à une démarche qui est celle de Norbert Elias, mais Castoriadis et Deleuze sont assez présents aussi, qui est le plus freudien des sociologues, clairement, Norbert Elias, mais qui pointe justement
le problème, qui est un problème dont on discute souvent avec les analystes, c'est de dire le danger, enfin, comment sortir de l'opposition scientifiquement ruineuse entre société et individu. D'un côté, les sciences sociales ont tendance à hypostaser la société, à écraser l'individu sous le social. De l'autre, les disciplines de la psyché ont tendance à s'enfermer dans l'intrapsychique et à considérer la société dans un second temps, comme s'il y avait une espèce d'individu, un homo clausus, hein, qui ne rentrait en relation avec le social que secondairement. Hein, et c'est donc comment faire pour penser par-delà société et individu, hein, comme on passerait derrière par-delà nature et culture. Et c'est pour ça que le livre propose justement une approche de l'inconscient comme étant d'emblée singulier pluriel ou psychosocial. Alors je ne veux pas, voilà, on pourrait développer, mais ça peut être important. Pourquoi ? Parce que même dans notre approche de nos conflits psychiques ou de nos névroses, il faut socialiser également les névroses. C'est-à-dire, il y a des troubles d'époque. De même qu'il y a des névroses, si on veut spécifier, des névroses de génération, des névroses de classe, des névroses de genre, etc. Et ça veut dire que, pour moi, hein, mais là encore, personne n'est obligé de me suivre, mais pour moi, il y a une corrélation étroite entre les transformations des structures sociales et politiques, de la famille, des classes sociales, de l'État, et les transformations de nos économies psychiques. C'est-à-dire que ces processus socio-historiques au long cours, hein, je parle de processus pluriséculaires, ce que Elias évoque, le processus de civilisation des mœurs, le processus de privatisation des existences, le processus d'individualisation qui nous fait nous sentir de plus en plus comme des individus singuliers, autonomes, etc., et séparés, les processus de nationalisation, les processus de colonisation, tout ça est profondément corrélé aux mutations de nos économies psychiques. Et donc, ces processus qui nous traversent nous changent également. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est d'arriver à relier ici le social historique et le psycho-affectif. C'est la démarche que j'essaye de défendre. Alors, mais en même temps, autant j'ai pu avoir des mailles à partir avec des lacaniens, canal historique, avec voilà, très, très structuralistes et avec lesquels, pour le coup, voilà, la question de l'histoire est vraiment délaissée. Autant avec vous, je me sens en pleine... enfin, je suis heureux de pouvoir me lier à vous et de voir aussi à quel point vous prenez en considération finalement aussi l'historicité du langage. Et donc, de ce fait-là, on peut s'entendre. Mais voilà, peut-être qu'on pourrait rebondir ensemble là-dessus. Oui, c'était un peu le sens que j'avais donné comme ça à ma mise en concurrence du paradigme culturaliste et du paradigme structuraliste. Je pense qu'on n'en est plus là. C'est vraiment un débat des années 50, justement. Nous, au moment où émerge cette question, je l'ai inscrite dans ce moment-là. Mais voilà, enfin, le structuraliste n'en est pas resté à sa phase des années 50. Et je pense que là, cette espèce de dureté comme ça, anhistorique, d'invariant qui déterminerait strictement la vie psychique ou la vie sociale, bon, c'est des choses qui n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui à être pensées de cette façon-là. D'autant plus d'ailleurs que chez Freud lui-même, la question est posée au début des années 20 dans Psychologie des masses et Anaïs Dumois, qui est un livre fondamental qui inaugure justement une nouvelle façon de penser la dynamique des instances psychiques, ça à moi sur moi, comme tu le disais tout à l'heure. Et dans ce livre-là, Psychologie des masses et Anaïs Dumois, Freud fait vraiment voler en éclats l'idée d'une hétéronomie intégrale de l'individu et du social. En fait, il y a une intrication. Il n'y a pas de moi au sens, disons, du support de l'individualité qui ne soit pas toujours déjà inscrit dans une construction sociale. Et qui passe beaucoup par la famille, on est bien... Non, pas dans ce livre-là, parce que l'idéal du moi, qui est ce qui relie les gens ensemble dans un état spécifique de la culture, n'est pas du tout fourni par la famille, mais au contraire par la société. Il y a la psychanalyste, enfin la théoricienne, c'est pas une psychanalyste pratiquante, pas une clinicienne, mais c'est une théoricienne de la psychanalyse, Jacqueline Rose, une anglaise que j'aime beaucoup, a une manière très belle, mais qui est très difficile à traduire en français, de tirer les conséquences de ce que Freud amène dans Psychologie des masses et Anaïs Dumois. Elle dit « We are
peopled by others. Donc, c'est très difficile de rendre la nuance comme ça de cette manière de dire anglaise, c'est-à-dire à la fois ce qui nous fait des personnes, ce sont les autres, mais ces personnes-là, people, c'est un peu la partie d'un tout, c'est un corps social aussi. Alors, évidemment, chez Freud et dans Psychologie des masses et Analyse du moi, ça se complique tout de suite. C'est-à-dire, on peut dire, mais ce serait une proposition basique, un peu simpliste, voilà, l'être humain est un être relationnel, on n'existe pas, on n'est pas des monades, on n'est pas des entités autonomes qui seraient capables de se développer voilà, sans être immédiatement inscrits dans des relations avec d'autres, familiales ou autres d'ailleurs, d'abord familiales et puis voilà, enfin en général, mais surtout ce que Freud amène dans ce texte, et c'est là-dessus que Jacqueline Rose fait des développements extrêmement intéressants, c'est qu'en fait ça se complique tout de suite, ça se conflictualise tout de suite, parce que voilà, on est des personnes que dans la mesure où on est intégré à un corps social, donc à une construction relationnelle, mais par contre, on n'est jamais garanti d'être intégré dans ce corps social. Donc on est sans cesse pris dans un mouvement voilà, qui est d'une certaine manière le fondement de la logique névrotique chez Freud, c'est-à-dire intégrer, désintégrer, intégrer, exclu, ou rejeter, ou donc on est dedans et dehors dans des mouvements comme ça qu'on subit d'abord et qu'on essaye d'apprivoiser, ou voilà, ou justement auquel on essaye de donner une logique qui rende possible qu'on ne se sente pas strictement agi par ces dynamiques. Mais en tout cas, voilà, l'idée la vie psychique est une vie sociale. On est voilà. fondamentalement d'accord. Voilà, non, mais cette idée, elle est chez Freud très tôt. Toujours tissé, on est tissé voilà. Ensemble, en fait. Mais c'est une idée fondamentalement freudienne. Et en fait, je pense après, ce qui me... Alors, je suis très attaché à Freud, mais c'est la question des variations culturelles, sociales, historiques chez lui, et une certaine propension à monter à l'universel qui me pose plus de difficultés, notamment cette manière... comment à partir d'une clinique qui est avant tout concentrée sur la bourgeoisie viennoise fin de siècle, donc des gens qui appartiennent à une certaine culture, à une certaine époque, à une certaine classe sociale, comment proposer, proposer une théorie qui serait valable universellement. C'est ce geste de la projection à l'universel qui est là chez lui parce qu'il a aussi envie que la psychanalyse soit reconnue comme science, et parce qu'au départ il vient aussi de la médecine, et donc ce qui vaut dans un cas doit valoir en quelque sorte universellement. Il y a ça bien sûr, mais cette montée en généralité qu'on a parfois retrouvée dans l'histoire de la psychanalyse me semble problématique. Mais c'est pas du tout c'est pas à vous que vous voilà, c'est à d'autres que j'adresse ça. Voilà, c'est depuis ce point-là qu'effectivement on peut tout à fait contester l'idée qu'il y a un inconscient collectif, c'est-à-dire il y a des conditions collectives de production des formations de l'inconscient. Ça oui, c'est-à-dire comme tu viens de le rappeler, voilà, on ne rêve pas, rêver sous le Troisième Reich, pour prendre un autre exemple, voilà, de contextualisation historique des formations de l'inconscient, ou rêver dans l'Inde coloniale. Et effectivement, voilà, c'est être amené à faire des rêves qui ne sont pas les rêves qu'on ferait aujourd'hui dans une société démocratique, pour l'instant en tout cas, et voilà, dans un niveau d'oppression voilà, relativement faible. Effectivement, voilà, le contexte historico-politique dans lequel on se trouve détermine la manière dont les inconscients, et non pas un inconscient collectif, vont s'emparer et répondre voilà, à ces conditions externes, vient répondre disons des inventions, des propositions qui sont faites par les sujets qui sont eux-mêmes des sujets de l'inconscient, c'est-à-dire qu'ils sont voilà, pris, parlés par un langage qui leur permet de dire certaines choses et qui aussi interdit d'autres choses, mais qui ouvre des possibilités de réappropriation d'éléments de la culture pour en faire comme ça, pour les mettre en circulation de manière voilà, certes singulière, mais qui ont un effet collectif. Je pense qu'on est d'accord. Si je voulais, après, peut-être pour vous faire réagir, Olivier aussi, est-ce que vous seriez d'accord, et là c'est plutôt une proposition qui vient des sciences sociales, mais pour dire qu'au fond on ne peut pas désindexer, je pense à Jean-Claude Passeron, ici on ne peut pas désindexer les faits psychiques
pulsion, désir, fantasme, rêve, des contextes socio-historiques ou socio-culturels, si vous préférez, où ils émanent et où ils signifient. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Ouais, moi, ça me convient très bien. Dans quel cas, je trouve qu'on a Je retrouvé un sais terrain. que Je ne sais pas si Livio est d'accord avec ça. Oui, quelle heure est-il? Il est 8h moins le quart. Ah oui, il faut. Oui. Peut-être un diagnostic terminal, Livio. De Livio qui va. Commentaire de Livio et puis on discutera avec la salle. Pour être tout à fait sincère, je suis un peu mal à l'aise avec cette formulation parce que, ou bien on la prend au sens faible et alors, bien sûr, on dit que, ou alors on la prend au sens fort et on établit des formes de parallélisme entre les faits sociaux et les champs de l'inconscient qui est peut-être fait plus hétérogène, plus anachronique. Je donne me permets juste une remarque parce que tu as fait tout à l'heure, tu as énuméré des acceptions possibles de l'inconscient depuis Freud jusqu'à Deleuze et Guattari, etc. Et je suis très... Bien sûr, il est très difficile, il n'est pas aisé de faire une généalogie de la notion d'inconscient et on pourrait dessiner plusieurs généalogies du point de vue de l'histoire des idées. J'ai toujours, par exemple, été très sensible à un petit livre du philosophe Jacques Rancière qui s'appelle L'inconscient esthétique, où Rancière aussi, par exemple, cet argument, il dit mais il y a une nouvelle branche de la philosophie qui s'ouvre au XVIIIe siècle, qui n'existait pas avant, c'est l'esthétique. Et l'esthétique, c'est une pensée de la non-pensée. C'est tout un champ qui s'ouvre nouveau, où on s'intéresse à qu'est-ce que c'est que les sentiments du beau, comment la réception des œuvres, quels effets des pensées sont suscités par les œuvres d'art, etc. Et tous ces champs gigantesques qui s'ouvrent à la fin du XVIIIe siècle, etc., est une condition de possibilité de la psychanalyse, de l'inconscient freudien. Alors ça, c'est formidable. Pourquoi? Parce que ça montre bien aussi non seulement l'hétéronomie, mais aussi le fait que ce sont deux savoirs qui, à la limite, n'ont pas grand-chose. On n'associe pas automatiquement l'esthétique et la psychanalyse. Bien sûr, Freud s'est intéressé à un moment donné, a écrit aussi des textes d'esthétique, etc. Et ça, c'est tout un champ nouveau qui s'ouvre en essayant de décrire comment ça pense sous d'autres formes que la pensée rationnelle, etc. Mais alors il y a une translation, il y a une traduction de l'inconscient esthétique à l'inconscient freudien qui demande un saut et pas de continuité. Il y a des choses à penser là. Oui, c'est très intéressant, effectivement, de suivre cette généalogie-là. Oui. Mais cela dit, je crois qu'il est largement temps que nous que nous laissions la parole au public. Si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mais en attendant que le courage vienne, c'est une question de curiosité personnelle, mais évidemment, elle touche beaucoup à cette question de l'inconscient collectif, pas collectif, enfin bon, bref. Comment est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous vous situez, et d'ailleurs en tant qu'historien aussi, vis-à-vis des approches d'ethnopsychiatrie, en particulier à la Toby Nathan, pas tellement genre en version d'Évreux, mais et l'invention très particulière de la culture que suppose le type de cure qu'il met en place. J'ai envie de répondre à côté parce que, évidemment, c'est pas exactement. Je me situe pas dans l'héritage
de l'ethnopsychiatrie et sa version, disons, culturaliste particulière. J'ai plutôt envie de revenir sur le petit passage de Lacan que je lisais où il remarque que ces hommes togolais deviennent des ethnographes d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils deviennent séparés de leur propre culture, ou que voilà, justement la situation coloniale dans laquelle ils se trouvent pris les sépare et leur fait perdre leur culture, si bien que ça n'aurait... bon, je réponds un peu du coup de biais à la question sur l'ethnopsychiatrie, ça n'aurait pas de sens, en tout cas aux yeux de Lacan, et franchement sur ce point-là je le suivrai volontiers, de leur ramener une culture qui s'est perdue, c'est-à-dire de les renvoyer au fait que, ok, ils parlent à Lacan au début des années 50 à Paris, rue de Lille, là, à côté d'ici, mais en fait, voilà, et ils parlent à Lacan le langage colonial, qui est celui dans lequel leur subjectivité s'est conformée, mais en fait, ça irait pas, il faudrait qu'ils puissent parler leur langue originelle, quoi, supposée originelle. Voilà, je vous entends bien, et d'ailleurs je partage pour d'autres raisons les mêmes réserves. Cela dit, on peut faire une lecture plus généreuse et peut-être plus intéressante du type d'approche typique du centre d'Évreux. C'est d'ailleurs ce que fait par exemple Isabelle Stengers, c'est de considérer que les cliniciens dans ce contexte-là ne renvoient pas le patient à une culture particulière. En fait, ils en bricolent une. Ils bricolent une sorte d'écran qui est polyculturel, qui est polyculture. Et du coup, dans lequel le patient peut aller chercher, même si ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous, on appellerait une culture traditionnelle. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça que je voulais dire, c'est-à-dire ce que ça signifie, au fond, d'être séparé de la culture qui est censée être la vôtre, mais qui n'a pas pu être la vôtre. Ce qu'on peut travailler cliniquement, c'est justement, non pas comme il y a eu notamment dans les études postcoloniales anglophones, cette idée de la mélancolique, disons, d'une mélancolisation comme ça du rapport à la culture, où voilà, il faudrait revenir à une origine dont on a été privé pour des raisons d'oppression politique, et donc il faudrait récupérer ce qui a été empêché, ce qui a été d'une certaine manière interdit. En réalité, ce que suggère, sans le dire comme ça, Lacan, c'est que, évidemment, il n'y a pas de retour possible à un statu quo ante, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait de la perte ? Comment on travaille avec la perte de cette culture, son propre rapport à la culture, quoi. Donc c'est avec ce deuil, avec cette perte, avec le fait que quelque chose est irrémédiablement perdu, et pourtant, voilà, on en a quand même des traces, et donc comment on fait pour retisser quelque chose qui inclut l'événement historique de la colonialité qui a impliqué cette perte-là. Je dirais, voilà, j'y répondrai plutôt comme ça. Et c'est vrai que non pas peut-être les neuropsychanalyses à la Tobin-Nathan, mais des courants peut-être plus proches de Stengers peuvent intégrer cette idée d'un artefact qui inclut en lui-même la perte qui a eu lieu et qui n'est pas réparable comme telle, mais qui est travaillable. Je crois qu'il y avait un monsieur qui avait pris... Oui. Oui, c'était pour rebondir sur l'intervention de M. Bonny. En fait, ça m'a tout de suite fait penser au cas Aby Warburg, qui est, pour ceux beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un historien de l'art originaire d'Europe centrale qui travaille sur une espèce de bibliothèque des images. Il travaille beaucoup sur les images de la Première Guerre mondiale, et il est persuadé qu'à force de travailler sur ces images de la Première Guerre mondiale, il va faire advenir la Seconde. Finalement, il entre en crise. Il est interné en Suisse pendant toute la période de la guerre, et il sort de la crise quand, sur la demande du médecin ou d'un de ceux qui le suit, il fait une conférence sur le rituel du serpent des Indiens Hopis.
C'est-à-dire que là, on est dans un inconscient qui est à la fois transcontinental, transculturel, transhistorique. Enfin, moi, c'est un cas que je trouve absolument fascinant. Oui, merci. C'est vraiment une autre scène, hein, une autre sur laquelle c'est un cas fascinant. Et il avait été suivi par Biesbanger à un moment donné. Merci. Si je peux éventuellement dire un mot peut-être. Je sais pas. Après. Oui, je m'excuse, ce n'est pas du tout mon domaine, mais vous avez parlé de la colonisation par l'Occident, par l'Europe. Est-ce que vous avez des choses à dire sur la colonisation par le voisin? Je fais référence à Israël, Palestine, Tibet, Chine ouïghour et les débordements de la Russie autour de son entourage. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Si j'étais un peu spécialiste, j'oserais des réponses, mais c'est vrai que là, je n'ai pas des bases suffisamment solides pour me permettre de m'aventurer avec vous, comme historien ici, dans une analyse de ce qui se passe dans le conflit entre le Hamas et la Palestine, ou sur ou sur la question de l'Ukraine, par exemple. Juste une chose peut-être que je peux évoquer ici, c'est la question que j'ai pu travailler avec Stéphane Audouin-Rousseau, qui est déjà venu parler ici, du risque oublié de la guerre. C'est-à-dire que nous avons grandi, enfin en tout cas c'est mon cas, dans une société qui s'est progressivement démilitarisée, il y a eu une forme depuis la Seconde Guerre mondiale, mais surtout depuis la guerre d'Algérie, une forme de déprise de la guerre dans nos sociétés. Moi-même, en 97, au moment où je devais faire mon service militaire, le service militaire a été suspendu. Et donc il y a comme si vous voulez, une séparation plus grande entre le monde civil et le monde militaire qu'autrefois. Et donc une étrangeté plus grande à l'égard du monde militaire. Évoluant dans nos sociétés qui sont quand même des sociétés à haut niveau de pacification, nous avons fini par penser que la guerre ne reviendrait plus, hein, et en tout cas et elle est revenue à nos portes tout récemment, hein, et nous avons voulu croire jusqu'au dernier moment, hein, que les Russes, bien qu'ils aient installé 120 000 hommes sur la frontière ukrainienne, qu'ils n'allaient pas passer à l'action, qu'ils n'allaient pas envahir l'Ukraine, hein. Donc la question du déni de la guerre ou de l'oubli, la possibilité de la guerre, me semble devoir nous interroger sur une forme d'aveuglement que nous avons à l'égard de la possibilité de la guerre. Et là, nous ne pouvons plus refouler la guerre. Elle est là, nous sommes obligés d'y penser. Elle est là sous multiples formes. Il y a évidemment le conflit entre le Hamas et Israël. Il y a aussi la guerre au Haut-Karabakh, hein, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, hein, qui est un conflit qui ne cesse pas de renaître. Donc elle est là partout, et je crois qu'il faut regarder, comme dit Stéphane Audouin, essayer de regarder la guerre d'assez près et bien en face, hein, ce que nous ne faisons que trop rarement. Non, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voudrais... Je connais cette voix. Plusieurs choses. Je voudrais d'abord dire que dans la manière dont Sophie Mendelssohn a pris la question du rapport entre la psychanalyse et la question coloniale, si on dit que la psychanalyse, ça consiste à écouter la singularité d'un trajet de résistance à l'oppression, ben après, il faut dire en quoi, parce que toute psychanalyse, c'est ça. Donc, en quoi la résistance à l'oppression coloniale est spécifique. Voilà. Et ça rejoint cette question de la spécificité de la situation coloniale et les effets inconscients qu'elle produit. Et est-ce qu'ils sont seulement individuels ou est-ce qu'ils sont collectifs? Ça rejoint quelque chose qui m'avait énormément intéressé dans La vie psychique du racisme, votre premier livre écrit en commun. C'était l'analyse de ce qui s'était passé en 1947. Parce que ça contourne complètement l'opposition individu-société et les ambiguïtés du mot inconscient. Ce que vous disiez dans ce chapitre, si j'ai bien compris, c'est que, en effet, la situation coloniale, c'est une situation dans laquelle tout est figé et les gens en sont inconscients. C'est-à-dire, les colons
sont là avec ce que vous avez appelé, Livio Boni, comment vous avez dit ça? Oui, le complexe d'infériorité tel qu'il est analysé en psychanalyse, c'est-à-dire justement apparemment le contraire, l'agressivité, la certitude d'avoir toujours raison si on impose quelque chose aux gens du pays dans lequel on est, etc. Donc, il y a d'une part cela, mais il me semble que vous l'avez présenté d'une manière plus psychologique et plus individuelle, parce que ce que vous montrez dans votre livre, je crois, c'est qu'il y a eu un phénomène historique qui a dégivré d'un coup, et même plus que dégivré, qui a fait péter complètement le fait que les subjectivités sont gelées. C'est une révolte dans une région tout à fait extérieure à ce qu'on pourrait appeler la contradiction principale, enfin extérieure aux villes où le conflit, les deux positions colonisateurs étaient figées, et c'est c'est cette révolte extérieure qui tout d'un coup a fait voler en éclats l'absurdité de la situation coloniale. Et ça, c'est pas propre à un seul sujet. On a l'impression que ça a concerné une collectivité. Et ce que vous dites, c'est que c'est pas un phénomène psychologique exactement comme ceux que Freud ou Lacan ou d'autres ont repéré. La dénégation, le refoulement, la forclusion. La dimension collective du truc, c'est-à-dire le contraste entre la situation figée des deux côtés et un petit fait historique, Hervé Mazurel, un petit fait extérieur qui tout d'un coup renverse tout ça, ça me paraît très intéressant si on veut repenser. Est-ce que c'est le racisme qui est spécialement fait comme ça? Est-ce que ça met en jeu des mécanismes collectifs et historiques spéciaux? Voilà. Une réponse. Malheureusement, on va être obligé de répondre relativement brièvement à cette question riche et complexe, parce qu'il faut qu'on arrête bientôt. Oui, peut-être un mot juste pour... oui, c'est très important. Effectivement, la question de l'événement, si on veut, mais aussi d'un événement qui fait sauter effectivement les critères de l'imaginaire colonial. Et cette question des révoltes subalternes, des révoltes, c'est-à-dire qu'effectivement viennent des territoires excentrés et des groupes sociaux qui sont restés à la marge de l'organisation sociale coloniale, est une question très importante qui a été bien sûr très étudiée par les subalternistes. Et il y a quelque chose de similaire qui se passe avec la révolte des Sipay en Inde en 1857. C'est-à-dire, voilà, il y a dans l'histoire coloniale, on voit qu'effectivement, la révolte et les révoltes de la petite paysannerie ou des petits groupes sociaux subalternes, etc., sont parfois plus efficaces pour refaçonner l'imaginaire colonial que les révoltes anticoloniales des groupes sociaux qui sont, eux, des groupes qui sont a priori identifiés comme indépendantistes, comme travaillant pour l'émancipation. Parce qu'effectivement, ça change la... Alors, on ne peut pas revenir, on n'a pas le temps de revenir sur la révolte des 47 à Madagascar et la lecture qu'en fait Mannoni, mais ça sert aussi à introduire cette question qu'on n'a pas traitée jusqu'à présent ce soir, qui est vraiment la portée de l'événement historique pour fracturer cette stase, cette stagnation qui est propre à la situation coloniale, qui est une situation qui tend au devenir un historique. Elle s'installe, la situation coloniale, dans un temps qui a tendance à être figé. Juste peut-être un mot, parce qu'effectivement, votre remarque tombe
tout à fait juste. Effectivement, l'inconscient résiste toujours, quelles que soient les situations dans lesquelles les sujets de l'inconscient sont pris, et il n'y a pas de société qui ne soit pas traversée par des formes d'oppression. Donc il faudrait effectivement, bon là on ne l'a pas fait, mais faute de temps et d'espace, mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement spécifier. Ce qui caractérise l'oppression coloniale, voilà, toutes les oppressions ne se valent pas. Donc c'est aussi, même si j'ai donc exprimé des doutes sur la possibilité de parler d'un inconscient colonial, mais néanmoins, voilà, les formations de l'inconscient qui sont portées par des sujets qui habitent cette situation coloniale répondent à une forme spécifique d'oppression, et il faut voilà, avec les outils de l'anthropologie, de la sociologie ou de l'analyse politique, il faut spécifier cette oppression qui produit des réponses spécifiques de l'inconscient, effectivement. Mais de toute façon, c'est la fonction fondamentale de l'inconscient de résister aux propositions normatives, voilà, dans lesquelles, dans lesquelles l'inconscient, voilà, est lui-même, par lesquelles l'inconscient est lui-même conformé. Mais voilà, après sur la question beaucoup plus compliquée, et on voit bien que c'est difficile, y compris dans notre discussion, de venir à bout de cette question, mais peut-être que simplement on ne peut pas, mais on peut la poser de mieux en mieux, du rapport entre collectifs, de l'articulation entre collectifs et individuels, bon, qui est vraiment le serpent de mer à la fois de la psychanalyse, des sciences sociales, enfin de nous tous. Bon voilà, je ne suis pas sûre qu'on arrivera à une solution ce soir, mais on voit bien que voilà, il faut intégrer des paramètres à la fois de continuité et de discontinuité. Je suis assez d'accord avec la réserve que Livio faisait tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, bien que, disons, les formations de l'inconscient enregistrent les formes de la culture et l'état de la société dans laquelle ces formations se produisent, effectivement, il y a aussi, disons, d'autres éléments plus, voilà, qui ne sont pas des tributaires d'un présent immédiat qui, bien sûr, traverse aussi la vie de l'inconscient. Donc ça produit des décalages internes et des discontinuités, voilà, qui empêchent de brancher l'un sur l'autre directement, effectivement, fait social et fait psychique, c'est vrai aussi. Ça nous emmènerait trop loin. Je sens qu'on aurait pu continuer manifestement pendant plusieurs heures, et j'espère bien qu'on aura l'occasion de revenir sur ces questions, notamment celles qu'on a à peine effleurées, à une autre occasion. En tout cas, merci à tous infiniment. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Merci.